19h17, nous sommes en direct, nous sommes sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir Week-end. Béatrice Brugère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrate, secrétaire générale unité magistrat et auteur de Justice, la colère qui monte, plaidoyer pour une refondation complète aux éditions de l'Observatoire. Je voulais absolument vous avoir en studio, je suis toujours avec Jules Torres et Paul Melun, parce qu'il y a eu des témoignages très forts sur l'antenne d'Europe 1 et CNews, des témoignages de proches de victimes. Je pense à la veuve d'Alban Gervaise. Son meurtrier ne sera pas jugé. Je voudrais qu'on parle d'irresponsabilité pénale, parce qu'on a un peu le sentiment quand même que dans beaucoup d'affaires, l'irresponsabilité pénale, mais c'est vrai, c'est un sentiment. Alors c'est à vous de rétablir la vérité. Je vous vois effectivement réagir à ce que je dis. Je rappelle juste l'histoire quand même, si vous le permettez, pour les auditeurs qui sont avec nous. Alban Gervaise, c'est un médecin militaire, 40 ans. Il a été poignardé à mort à la gorge et au thorax en 2022 à Marseille, tué par Mohamed El, âgé de 23 ans. À l'époque, il s'était introduit dans son véhicule pour le poignarder une dizaine de fois devant sa fille de 20 mois. Je sais, il faut quand même bien recontextualiser les choses. Il s'était acharné sur Alban Gervaise. Sa lame s'était cassée. Voilà, on a appris que cet homme vient d'être déclaré irresponsable pénalement. Et en l'absence de procès, sa veuve exprimait son incompréhension. Je voudrais peut-être qu'on écoute les mots de sa veuve, si vous le permettez. Après, on va vous entendre. On a demandé que le meurtrier d'Alban ne se présente pas dans les Bouches-du-Rhône. Et ça nous a été refusé. On nous a même refusé un éloignement hors de la ville de Marseille. Ça, je pense que ce n'est pas acceptable pour mes enfants et moi. Alors, mes enfants, pour être honnête, je leur ai menti. Je leur ai dit qu'ils n'auraient pas le droit de venir sur le département. Ce n'est pas le cas. Et je pense que nous, ça nous expose quand même à une inquiétude bien trop importante. Il est venu 2 fois devant l'école où étaient scolarisés mes enfants et où Alban a été tué. Il est venu le vendredi, il est revenu le mardi. Son téléphone avait borné les jours précédents déjà dans le quartier. Bien sûr que c'est quelque chose qui me terrifie. Alors, voilà pour les détails. L'individu avait été transféré dans une unité hospitalière spécialement aménagée. Le risque, c'est qu'il soit remis en liberté à un moment donné. Voilà, pour apporter toutes les précisions. On vient d'entendre un extrait du témoignage de sa veuve, Béatrice Brugère. C'est vrai que c'est très dur. Moi, je me mets à la place de cette femme. Tous les auditeurs se mettent à la place de cette femme. Le mari sauvagement assassiné. Et on nous dit, ah ben non, il est irresponsable pénalement, soins hospitaliers. Et il se pourrait qu'il ressorte. C'est inaudible. Comment c'est possible ? À mon avis, il y a 3 sujets majeurs dans ce témoignage. Alors moi, je connais pas ce dossier, mais malheureusement, il y a d'autres dossiers qui y ressemblent. D'abord, c'est la prise en compte des victimes. C'est-à-dire que je crois qu'en France, on a un retard fou sur la prise en compte des victimes. C'est pas pareil partout. Et je me réjouis, je le dis, que ces victimes, vous, médias, vous leur donnez la parole. Pas pour faire du sensationnalisme, mais pour poser de façon digne et claire les problématiques. Ça, c'est la première chose. Et il y a eu d'autres témoignages. Et ces témoignages, ils sont importants parce qu'ils peuvent peut-être aussi faire évoluer les choses. Ça, c'est la première chose. Après, le deuxième problème est celui des rapports justice et psychiatrie avec la question de la responsabilité pénale. C'est un vieux sujet, c'est un sujet qui revient de manière assez récurrente et assez douloureuse, avec quand même une carence, souvent des 2 côtés. La première, c'est la carence de la psychiatrie. On a une problématique en France sur la qualité de la psychiatrie, sur le nombre de psychiatres, alors que les enjeux sont extrêmement importants. Une deuxième carence, c'est celui, à mon avis, de la modélisation, ou en tout cas des process, sur le recueil de cette expertise et sur la manière dont elle est faite. On s'aperçoit dans ce cas-là, il y a eu 3 expertises. Oui, mais on s'aperçoit que, en fait, selon parfois les magistrats, selon les procédures, les recueils sont différents, à des dates différentes, et ça, pour la qualité de l'instruction, la recherche de la vérité, puisque si j'ai bien compris aussi, il peut toujours y avoir une manipulation. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans ce dossier, mais ça peut arriver que certains se fassent passer pour fous. Donc, le recueil en fait... ça vous est déjà arrivé ? Oui, donc vous retrouvez face à incroyable. Vous avez vu le film Peur Primale ? Oui. C'est ça. Et la troisième chose, c'est qui, à un moment donné, prend la décision, qui est une décision qui, en fait, implique la sécurité. Là, on n'est plus sur la question de la recherche de la vérité, puisque souvent, malheureusement, la déclaration d'irresponsabilité
stoppe le processus judiciaire, mais plutôt celle de la sécurité, des mesures de sûreté. Oui. Et là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire. D'abord, qui va déclarer ça? Vous savez, vous vous souvenez, il y avait l'affaire Halimi, qui a été une véritable polémique et qui avait mis le doigt sur sur ce sujet. Est-ce que quand il y a une disjonction entre des experts, il faut que ça soit une déclaration d'un tribunal? Est-ce que ça doit être fait avant? Et c'est pas anodin. Parce que les victimes ont besoin aussi de ce contradictoire, de cette information, de cette décision qui soit lors d'un procès, et on peut pas leur enlever ça. Et on le voit bien parce que il y a une angoisse, il y a une incertitude, il y a une recherche aussi pour faire son deuil. Donc toute cette prise en charge de la victime et derrière aussi ces carences parce que on sait que parfois ils sont remis dehors, que parfois on fait pas attention. C'est ça l'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remis dehors au bout de 2 ans. Mais c'est horrible pour les familles. Oui et non, hein. Il y a des temps qui peuvent être plus longs, mais en effet ça nous échappe puisqu'en fait après c'est une partition entre le domaine de la psychiatrie, même si parfois le juge aussi, enfin même de façon régulière, intervient. Donc tout ça me semble très perfectible sur ces 3 points, c'est-à-dire comment on sécurise, on évite la récidive, comment on s'assure quand même d'une procédure qui soit digne et digne de la vérité aussi du dossier, et comment on prend en charge les victimes autrement qu'en disant ça sera peut-être comme ça et puis vous verrez. C'est très dur. Les victimes, mais dans les procès, c'est toujours les coupables qu'on défend, on oublie totalement les victimes. C'est pareil dans les enquêtes. Les victimes sont jamais au courant de la progression des enquêtes. Je trouve ça horrible. Ouais. Ça permettrait de soulager, de savoir qu'ils ont des pistes, quelque chose. Pour les victimes, c'est épouvantable. Je voudrais juste, elle fait des propositions, la veuve d'Alban Gervais. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je pense qu'un vrai procès permettrait quand même de soulever certaines questions qui restent en suspens au bout de 3 ans d'instruction. La seconde chose, c'est que j'aimerais qu'il y ait un juge d'application des soins, que les psychiatres qui autorisent la sortie de ce patient engagent leurs responsabilités sur le plan médical, comme le font finalement tous les médecins quand ils décident de laisser sortir un patient des urgences, du bloc opératoire, etc. Est-ce que ce sont des propositions pertinentes selon vous, Béatrice Brugère ? Encore une fois, je connais pas ce dossier, mais encore une fois, j'entends avec beaucoup d'intérêt ce qu'elle dit. C'est des propos qui me semblent tout à fait concrets. Il faut qu'il y ait plus de contradictoires, beaucoup plus d'informations. En effet, il faut que la responsabilité des acteurs, que nous sommes tous dans cette œuvre de justice et de sécurité, des soins, j'ai bien aimé soit beaucoup plus. Oui, mais personne ne vérifie si la personne prend son traitement, en fait. Je sais que c'est un peu laborieux, mais enfin... Alors, vous savez, on a eu un grand mouvement de la psychiatrie hors les murs, comme on a eu exactement la même chose pour les sanctions. Le problème de la psychiatrie hors les murs et de la réduction des lits, on fait que vous avez beaucoup de personnes qui se promènent et qui prennent un traitement un peu à l'air libre. Donc tout se passe bien, sauf le jour où ils oublient de prendre leur traitement. Donc c'est exactement la même chose et on préfère le même parallèle pour les personnes que l'on met en détention. On a le même débat, c'est-à-dire que vous avez la même critique, il ne faut pas enfermer, ni en psychiatrie, ni en détention, d'accord, mais alors que ceux qui disent ça prennent leurs responsabilités. Je voudrais qu'on écoute dans un tout petit instant sur Europe 1 aussi la maman d'Elias, cet adolescent de 14 ans qui a été tué à coups de couteau de machette même, à cause d'un portable. À cause d'un portable, effectivement, la mère était extrêmement émue. Chez Laurence Ferrari, elle dénonce une inertie de la justice. Je voudrais savoir si vous comprenez son ressenti. Alors, on va en parler dans un instant sur Europe 1. 65-64. L'autre place en finale se joue ce soir entre l'Italie et la Belgique. Merci beaucoup Maëlle. À tout à l'heure pour le journal permanent sur Europe 1, 19h31. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Je suis toujours avec Béatrice Brugère, magistrate, secrétaire générale unité magistrat et auteur du livre Justice, la colère qui monte, plaidoyer pour une refondation complète. Jules Torres est là, Paul Melun également. Nous avons parlé du cas de Christelle Gervais, la veuve d'Alban Gervais. Il y avait aussi ce témoignage extrêmement fort et on se souvient du cas d'Elias. C'est épouvantable, cette maman qui perd son enfant, adolescent, 14 ans, à la sortie d'un match de foot aux alentours de 20h. Notamment pour une histoire de portable. Horrible. Elle était également sur CNews et sur Europe 1. Cette maman, elle s'appelle Stéphanie.
Et en fait, elle dénonçait, là je voudrais aussi vous entendre Béatrice Brugère, elle dénonçait un fait de société, pas un fait divers. Il faut arrêter avec les faits divers. Écoutez. Ce qui réactive notre peine, c'est que ça n'avance pas. Pour certains, la temporalité de 5 mois, c'est très court pour faire avancer des actions politiques. Pour nous, c'est long et en fait, ce qui nous fait de la peine, c'est le fait qu'on prenne le temps de réfléchir. Là, il y avait une loi qui était une loi qui pouvait faire avancer les choses et finalement, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, en fait, évidemment qu'on a de la tristesse pour les victimes, évidemment. Mais ce qui est le plus déstabilisant, c'est un peu l'inertie de certains partis politiques et de certains médias en disant c'est des faits divers, ça passera. En fait, ça ne passera pas. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Et ça va contre un peu ce que disait Emmanuel Macron, qui parlait des faits divers et qui avait effectivement Jules Torres. Il ne fallait pas brainwasher. Oui, il ne fallait pas brainwasher sur les faits divers. Les derniers faits divers. Brainwasher, lavage de cerveau. La mère d'Elias a visiblement été lavée dans son cerveau après la mort de son fils. Voilà, exactement. Est-ce que vous comprenez la détresse, Béatrice Brugère, de cette maman, évidemment, mais qui appuie aussi sur un point important, c'est-à-dire que c'est vrai que toujours les proches des victimes ne sont pas tenus au courant. Le temps de la justice c'est très long avant qu'il y ait un procès. C'est très compliqué pour ces familles de pouvoir se reconstruire. Est-ce que ça peut bouger, ça aussi ? Oui, non seulement je l'entends et je la comprends et je la partage. Oui, alors la justice c'est compliqué, c'est long, on le sait. Pas toujours d'ailleurs pour des mauvaises raisons. Hein. C'est parfois bien aussi de prendre son temps pour faire des bonnes enquêtes et découvrir la vérité. Mais on revient sur le sujet que vous avez évoqué au préalable, enfin dans la première partie, qui est celui de la prise en compte des victimes. Je pense que les victimes sont pas toujours bien traitées, sont pas bien informées. Elles sont c'est très compliqué. Elles sont peu reçues. Mais c'est notre droit qui fait ça. Exactement. Oui, tout à fait. En fait, la vision de la victime dans le procès pénal est très tardive. Et en fait, c'est un double phénomène. À la fois, on a une victimisation, une société qui aime les victimes. Tout le monde est victime de quelque chose. C'est un peu paradoxal. Oui. Et en fait, quand on est une vraie victime, c'est-à-dire pas une victime dans l'air du temps ou quelques heures, là, c'est un vrai combat auquel on est soumis. Et c'est surtout, et c'est intéressant parce que cette femme, elle est médecin. Elle fait un parallèle très intéressant sur la manière dont les hôpitaux ont fait leur révolution par rapport à ça et se sont inquiétés et ont pris conscience de l'information du public et de cette pédagogie qu'il faut faire auprès des patients parce que aussi dans les hôpitaux vous pouvez avoir des morts, vous pouvez avoir des accidents, vous pouvez avoir plein de choses et ils ont pris ce soin de dialoguer, d'expliquer, d'informer. Je crois que nous, on devrait s'inspirer de tout ça et on en est encore très loin. Et je crois que ça, c'est un premier point intéressant qu'elle soulève. Bon, il y avait aussi un point assez intéressant qu'elle soulevait. Les deux agresseurs avaient l'interdiction d'entrer en contact et figurez-vous qu'ils vivaient dans la même résidence. Mais comment c'est possible ? Non mais, comment c'est possible un truc pareil ? Oui. Alors, il faut le dire aux auditeurs qui doivent tomber de leur chaise, Béatrice Brugère. Comment c'est possible ? Alors, prennent pas l'ascenseur en même temps, ça se passe comment ? Moi, je vais vous répondre et vous allez dire que c'est un peu une réponse qui botte en touche, mais pas vraiment, parce que c'est pas mon genre. Il y a une inspection en cours. Il y a une inspection en cours qui a été déclarée par le ministre, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui fera la lumière sur vos interrogations et on aura sans doute des réponses en septembre. En attendant, moi, ce que je trouve intéressant, et grâce à la dignité et au courage de cette maman, elle dit des choses très fortes. Elle a raison de dire que ce n'est pas un fait divers et je m'inscris tout à fait dans cette vision car les chiffres qui sont faux mais qui sont importants montrent qu'elle a raison. Il y a une intensité, il y a une violence ultra débridée sur certaines infractions. Là, je regardais par exemple sur les infractions qui sont des crimes, c'est-à-dire assassinat, meurtre, exactement le cas qui la concerne, ou agression physique extrêmement importante, elles ont doublé en 6 ans. Et avant de venir, voyez, dans votre émission, je lisais une note que je suis en train de préparer sur les agressions sexuelles, sur des statistiques qu'on vient de recevoir.
c'est une explosion des agressions sexuelles. Vous nous donner des chiffres, Béatrice Brugère. Vous allez me réinviter, j'en suis sûre pour ça. Non, mais moi, je pourrais malheureusement pas. Ou alors vous je fais du teasing, moi, ici. Non, mais Béatrice Brugère, vous n'avez pas un petit chiffre à nous donner, parce que vous dites que c'est une explosion. Oui, c'est une explosion des agressions sexuelles et des viols des mineurs, je termine comme ça, sur mineurs, avec une jeunesse qui est incroyable et ultra violente. Et c'est là où on disait qu'il fallait changer la justice des mineurs, et ça ne bouge pas. Donc, en fait, si on ne prend pas conscience aujourd'hui que la criminalité a changé, puisqu'en fait, on est avec la décision du Conseil constitutionnel, dont je dis, et c'est très important, qu'elle fait débat et qu'elle ne fait pas consensus, cette décision. Elle est très commentée par la doctrine, mais aussi par des acteurs importants. Le garde des Sceaux avait dit qu'il fallait changer les choses. Vous avez des députés, vous en avez une sénatrice qui est Marie-Claire Carré, qui a aussi fait une tribune très intéressante. Vous avez aussi tout simplement l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel qui explique en quoi cette décision ne fait pas consensus. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est sur une fracture aujourd'hui et on est sur un combat de deux visions sur la criminalité des mineurs. Alors c'est quoi quelle est la deuxième vision? Et là, vous avez une vision un peu infantilisante, naïve, héritée de 45, qui est... les enfants de 45, on en a déjà parlé quand la proposition Attal avait été retoquée. Les enfants de 45 n'ont plus rien à voir avec les enfants d'aujourd'hui. Exactement. Et puis vous avez le profil de ceux qui défendent les enfants de 1945. Beaucoup de gens, des avocats qui ont fait des tribunes, des magistrats mais quel est leur profil? C'est quoi? C'est des disciples de Michel Foucault. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est intéressant avec le témoignage d'une victime, c'est que là, vous n'êtes pas sur un débat d'idées. Vous êtes sur des faits. Et je crois que, en fait, ce qui est important, c'est de revenir toujours aux faits, même si je suis toujours intéressée par le débat d'idées. Il est important parce qu'en fait, il nomme les faits. Et la manière dont vous nommez les faits, dont vous regardez les faits, implique deux visions différentes. Aujourd'hui, vous avez deux visions. Vous avez une justice qui est fracturée en deux. Vous avez, mais ce qui est sûr, c'est que la population, l'opinion publique, et quand je dis ça, c'est pas méprisant. Elle est dans le sens de la mère d'Elias, et donc il va falloir faire très attention. Alors, vous avez quand même, de bouger les lignes, vous avez quand même ça bloque. Quelque chose d'intéressant, c'est que cette PPL Attal, qui n'était pas du tout révolutionnaire, qui faisait vraiment, qui n'était pas d'ailleurs toujours très bien peut-être écrite. Le Conseil constitutionnel a eu parfois raison de rappeler certaines choses, qui était très à la marge. En fait, elle a été quand même votée par la souveraineté, nationale, puisqu'en fait, elle a fait consensus au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et elle a été complètement mise en miettes par le Conseil constitutionnel. Moi, j'indique simplement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se passe des choses sur lesquelles il faut être attentif. Je vois qu'il y a une proposition de loi constitutionnelle qui est en train d'être déposée par cette sénatrice que j'ai nommée, qui est Marie-Claire Carré, qui dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, mais finalement, est-ce que là, on n'est pas dépossédé même de notre possibilité de légiférer sur des choses qui reviennent du domaine de la loi. Pourquoi je dis ça? Parce que, sans faire un cours de droit, la décision du Conseil constitutionnel, et c'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs Jean-Éric Schottel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, donc c'est pas n'importe qui, dit mais là finalement, on est dans une interprétation extensive de concepts qui sont assez flous, avec une vision même parfois assez idéologique, qui fait que finalement on est peut-être sur un problème beaucoup plus grave, qui est celui maintenant de la séparation des pouvoirs, de la capacité à légiférer, de la capacité à regarder les faits tels qu'ils sont. Donc voilà, c'est une période importante. Et moi, ce que je voudrais dire à cette maman, Stéphanie, qui est la mère d'Elias, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Le combat continue et qu'elle a du courage. Qu'elle n'est pas toute seule, qu'il y a des magistrats qui aussi pensent la même chose, qui veulent faire bouger les choses. J'en fais partie, pas de façon militante, pas du tout, mais simplement parce que au bout du compte, c'est quand même la sécurité des mineurs, c'est la sécurité de tous les mineurs, c'est la sécurité des Français, mais c'est aussi la légitimité, la crédibilité et la responsabilité des magistrats. Merci infiniment, Béatrice Brugère, d'être venue dans ce studio.
Thibault. Merci à vous. Les choses vont-elles bouger ? Mais non, mais on a un peu le sentiment, c'est vrai que quand on fait bouger une ligne, voilà, il y a toute une partie. Oui, mais d'une certaine façon, vous avez. En fait, on est sur un renversement aussi de 30 à 40 ans d'une vision. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Non, mais c'est vrai. J'allais dire, ces frottements, ce combat, cette opposition, elle est presque naturelle. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau d'Europe 1 ce soir.